Au lieu d'aller chez Sarah, non, c'est le typique au H&M, tu peux garder un petit peu plus et aller dans un créateur indépendant. Tu fais deux choses. Un, tu aides la société et tu aides la personne aussi qui est en train de travailler dans un projet qui investe tous les temps et toute l'énergie sur ça. C'est cool d'avoir diversifié. C'est ce qu'on met en avant aussi dans Incrave, changer les normes. Vraiment, le but, c'est ça aussi, c'est de mettre la nouvelle génération en avant. Peu importe la raison sociale ou quoi que ce soit, on fera une famille géante dans la France. Et c'est tous ensemble qu'on changera la mode. Salut. Salut. Est-ce que tu peux me dire qui tu es? Quel est ton prénom, ton parcours, qu'est-ce que tu fais? Bonjour, je suis Jaira et je suis la créatrice de Kistaku. Et je suis espagnole et j'habite en France depuis 3 ans, voilà. Alors dis-moi, comment tu es arrivé jusqu'à Kistaku aujourd'hui? En fait, Kistaku vient d'une passion pour la mode et pour les arts manuels. Depuis que je suis petite, j'ai cousu, j'ai confectionné des petits robes pour les Barbie. J'étais toujours très créative et active. Et Kistaku, ça venu quand j'étais à Édimbourg. J'habitais à l'Écosse. Et là, je voulais faire quelque chose de différent. Je ne voulais pas toujours travailler dans un entreprise. Je voulais avoir un projet à moi. Donc, j'ai commencé à perfectionner un peu l'information que j'avais, les habiletés que j'avais pour faire de la couture. Et j'ai commencé à être autodidacte. Quand je suis arrivée en France, j'avais toujours l'idée que si j'avais un jour un projet ou une entreprise, ça doit être éthique, respectant les gens, le monde, de tout qui habite avec nous, non, de l'endroit qu'on habite. Et voilà, et là j'ai commencé à découvrir l'upcycling, la mode responsable, etc. Et pour moi c'était super cool parce que en fait c'était connecté avec mes valeurs. Et là j'ai dit ici il y a mon opportunité, donc j'ai commencé à chercher des informations, à faire des visites à des événements sur Paris, des marques, etc. Et là j'ai commencé à apprendre à coudre tout seul à la maison et j'ai commencé à récupérer des matériels et voilà. Petit à petit, c'était un hobby. Après, j'ai vu que les gens aimaient bien que je faisais et j'ai profité aussi beaucoup. Donc, je me suis dit, ok, pourquoi pas faire un projet. Et comme vous savez, dans les confinements, on avait beaucoup de temps libre. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse une petite collection et on va voir comment ça marche. Et après, j'ai vu des bons retours. Les gens sont achetés. J'avais une petite boutique sur Etsy, c'est un website pour des artisanales. Et voilà, et après j'ai commencé à faire l'Instagram, un peu plus de communication. Et là, à la fin de l'année dernière, j'avais l'opportunité d'avoir cet atelier ici avec l'association Plateau Urbain, qui loue des bâtiments Veil et les mettre à disposition à les artisanales et artistes. Et voilà, et jusqu'à aujourd'hui, c'était un peu un résumé très vite, mais c'est plus ou moins comme je suis arrivée jusqu'à là. Est-ce que tu peux me donner ta définition de l'upcycling? L'upcycling dans la mode, parce qu'il y a d'upcycling dans d'autres types d'activités. L'upcycling dans la mode, c'est de récupérer un matériel déjà utilisé et les donner une deuxième vie. Normalement, cet matériel qu'on a récupéré, on l'aurait déjeté et il n'existerait plus, mais on les récupère, on les donne une autre opportunité pour une autre utilisation. Donc par exemple, moi je récupère des linges maçons et je fais des vêtements. On peut aussi faire du upcycling en récupérant une chemise et faire une autre chemise ou un pantalon. Mais l'essence de l'upcycling, c'est de récupérer et donner une autre opportunité pour cet matériel. D'où vient le nom Kistaku? Avant de te dire c'est-à-dire quoi Kistaku, je vais te dire comment je suis arrivée à l'idée de Kistaku. Quand je suis arrivée à Paris, j'avais un travail de téléconseillère et c'était pas motivant du tout. Et comme je savais que je voulais avoir mon projet, j'ai dédié un peu de temps dans le travail en train de chercher des noms. Je savais que je voulais un nom original, qu'on peut les prononcer dans toutes les langues. Donc, j'ai commencé à chercher des choses. Je suis tombée sur un dictionnaire de Totonaca. Totonaca, c'est un groupe ethnique à Veracruz, au Mexique. Et ils sont un dictionnaire un peu limité, mais j'ai trouvé des mots très jolis. Je voulais que ce soit quelque chose aussi phonétiquement joli.
Et là, j'ai trouvé sur quelques mots et j'ai vu Staku. Staku, et après, il y avait la section des pronoms. Kistaku. Donc, Kistaku, c'est-à-dire mon étoile. Et je pense qu'ils ont été faire référence à l'étoile astrologique. Mais en fait, je suis un peu transformée cette conception et je fais référence à l'étoile de mer. Pourquoi l'étoile de mer? L'étoile de mer, quand on coupe un bras, il s'auto-régénère tout seul. C'est la même dynamique et la même chose qu'on fait avec l'upcycling. On donne une autre opportunité, donc on autogénère les matériels. Donc voilà, c'était un peu une idée un peu folle, mais c'est comme ça que je suis arrivée à Kistaku. Comment s'est passée l'aventure depuis que tu as commencé Kistaku? Quand j'ai commencé Kistaku, comme je dis, c'était comme un hobby. Et là, j'ai commencé à faire une petite collection. Là, j'ai rencontré des créateurs. On a fait un petit groupe, les créateurs indépendants. Et on a organisé un pop-up store, une boutique éphémère dans un week-end. Ça a très bien passé. Ça, c'était avant les confinements, avant les Covid. Et c'était en février 2019, je pense. Et donc, Kistaku, ça a commencé un peu là. Là, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai eu des bons retours et là, ça m'a donné un peu la motivation, non, et le courage pour continuer. Après ça, j'ai fait vers cette collection jusqu'aujourd'hui, quelques événements, plus ou moins 8 pop-up stores, plus ou moins. J'ai développé l'Instagram, j'ai fait mon propre website. Comme j'ai dit avant, j'avais commencé avec Etsy. Website, c'était très bien, mais ça ne me donnait pas beaucoup d'identité visuelle, donc je voulais avoir mon propre website. Et j'ai trouvé Wix, j'ai tout fait moi-même à la main. Et voilà, et jusqu'aujourd'hui, là, j'ai réussi à avoir mon petit atelier. Donc ça va, je suis toujours un peu petit et un artiste émergente, mais j'ai l'espoir de que ça va y aller. Les gens voient vraiment et valorisent le travail que j'ai fait. Et petit à petit, je commence à avoir mes petites clientèles et les gens qui croient dans mon projet. Et je suis très contente pour ça. Est-ce que tu peux me dire comment ça se passe en tant qu'artiste émergent? La difficulté, les galères, les problèmes, ce qui se passe de bien, les avantages. Je trouve que la première difficulté, c'est arriver à les gens dans le sens des conversions. Parce qu'une chose, c'est que les gens disent « Oh, tu fais un bon travail, c'est super cool, franchement, bravo ». Et autre chose, c'est qu'ils arrivent à comprendre. Et voilà, à la fin, moi, j'ai fait un projet Kistaku, mais à la fin, moi, comme toutes les entreprises, moi, je vivrai de ça, donc je veux vendre. Donc, la conversion, non, Oh, bravo, c'est super cool, à dire « je vais avoir un vêtement de toi, je veux avoir une création de toi dans mon placard ». Donc, la première difficulté, c'est ça. La deuxième difficulté, c'est que je suis toute seule, donc je fais tout. Je fais les créations, la communication, l'administration que je déteste, donc c'est tout. Et c'est vrai qu'avec une équipe, c'est plus facile et ça avance plus vite, mais voilà, pour l'instant, je suis toute seule avec ça. La troisième, par rapport à l'upcycling et la mode, c'est qu'on a tellement l'habitude de voir des vêtements qu'on voit un vêtement et on dit bon, ok, d'accord, je tourne à la gauche et il y a un magasin avec milliards de vêtements et d'options. Donc, comment on partage l'idée qu'il y a vraiment un problème avec l'industrie et qu'on a besoin de changer un peu la culture et les habitudes. Moi, je ne peux pas changer le monde, on ne peut pas changer le monde, mais on peut donner des alternatives, on peut faire notre mieux. Donc, si ton mieux, si dans tes mains, c'est au lieu d'aller chez Zara, non, c'est le typique au H&M, tu peux garder un petit peu plus et aller dans un créateur indépendant, tu fais des choses. Tu aides la société et tu aides la personne aussi qui est en train de travailler dans un projet qui investe tous les temps et toute l'énergie sur ça. Et des autres difficultés économiques et de financement. Moi, je travaille full-time dans une entreprise, donc
tout l'argent que je peux garder à côté, que normalement autre personne va acheter un appartement, ou voyager, ou partir en vacances, tout ça, je l'investis sur Kistaku. Donc, c'est moi-même qui paye tout et au début, c'est un peu chaud. Mais voilà, c'est une chose que je suis en train de construire et ça va la peine parce que c'est un projet d'un mois. Et si tu hésites quelques jours de dire « Ah, mais je n'ai pas d'argent », ok, on n'a pas d'argent, mais on a l'énergie, on a la passion, on a l'illusion de faire ça, donc il faut le faire. Et voilà, et par rapport à l'upcycling, à chaque fois, c'est moins nécessaire d'expliquer c'est quoi l'upcycling, il y a quoi derrière. Par contre, parce que maintenant il y a tellement de projets d'upcycling, j'ai peur qu'on commence à perdre de la légitimité ou de la crédibilité. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises grands et des marques grandes qui profitent la vague exactement pour faire du greenwashing. Donc, c'est pas tout valide et ce n'est pas tout correct. Donc, il faut être bien conscient et awake, non? Réveillé, de dire mais il y a quoi derrière là? Voilà. Et voilà, je pense que ce sont un peu les difficultés. Est-ce que tu peux me donner ton avis sur la mode engagée et comment ça se passe, la mode engagée aujourd'hui? Comment ça se développe? Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, la mode engagée,